Eiffel, celui que l'on dépeint volontiers comme un génie du fer, est avant tout une personne de son temps. Souvent en avance, mais toujours pragmatique. Très jeune, il va profiter de sa bonne éducation et de ses facilités en mathématiques pour s'orienter vers l'ingénierie en 1852. Il a 20 ans. Donc, le début de la carrière d'Eiffel, c'est celui d'un ingénieur brillant, passé par l'école centrale, et qui va, au lieu de se destiner à la chimie comme il l'imaginait, qui va s'orienter vers la construction métallique, un domaine en pleine expansion déjà à l'époque. Le jeune Eiffel se retrouve plongé au cœur d'un monde en pleine révolution. C'est l'âge de fer pour la France et l'Europe, et plus précisément, l'âge des chemins de fer. La grande épopée du chemin de fer, c'est vraiment au XIXe siècle qu'on la voit, où on se met à couvrir la France d'un réseau extraordinaire. « 1857. Gustave Eiffel se voit chargé de son premier grand projet. Il doit superviser la construction d'un pont à Bordeaux. L'ouvrage est ambitieux. Il doit traverser la Garonne sur plus de 500 mètres et relier les deux principaux réseaux ferrés de France, celui d'Orléans et celui du Midi. Il s'agit tout simplement du plus grand ouvrage de l'époque. C'est l'occasion rêvée pour le jeune Eiffel de perfectionner sa technique de la construction en fer, celle qui marquera toute sa vie. Assemblage de pièces à l'aide de rivets, croix de Saint-André, poutres en treillis démesurées et fondations en rivière. Le chantier du pont de Bordeaux est un cas d'école. Mais cette aventure s'apprête aussi à révéler un aspect crucial de la personnalité du jeune ingénieur. Eiffel est très jeune, il a 28 ans quand il dirige ce chantier qui est le plus important chantier de construction de pont en France à l'époque. Il faut faire preuve de sens de l'organisation et c'est là qu'Eiffel va révéler ses talents en réalité de chef d'entreprise, de meneur d'hommes, payant d'ailleurs de sa personne. Il va se plonger dans la Garonne, une rivière assez tumultueuse tout de même, pour sauver un ouvrier qui est tombé dans l'eau, qui ne sait pas nager. Donc il va aussi montrer son autorité et qui va lui permettre, après le succès, le plein succès de la construction de ce pont, de voler de ses propres ailes. Eiffel est maintenant prêt. Il maîtrise tous les aspects de la construction métallique et s'apprête à suivre une ligne qui le guidera toute sa vie. La grande épopée du rail et du fer. À peine entré dans la seconde moitié du XIXe siècle, les choses s'accélèrent. Les réseaux ferrés se propagent comme une traînée de poudre à travers tout le pays. Un développement aussi rapide que nécessaire. Et à l'époque, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'autoroute. Donc le train était une sorte de libérateur des territoires et faisait du désenclavement, comme on dit aujourd'hui, un mot qui n'existait pas à l'époque. Donc le fait de passer dans des endroits difficiles était important. Pour les industriels comme pour les particuliers, il devient impératif que le train accède à tous les territoires, même aux endroits les plus reculés et parfois les plus inaccessibles. Le défi, quand on développe une nouvelle ligne de chemin de fer, ou encore aujourd'hui les autoroutes, c'est de faire une voie la plus plane et la plus droite possible. Donc évidemment, on va avoir un nombre important d'ouvrages d'art, des tunnels pour traverser, pour résoudre le problème des montagnes, et puis des ponts et des viaducs pour résoudre le problème des vallées. Le chemin de fer a besoin d'infrastructures inédites pour survoler les reliefs du pays et Gustave Eiffel compte bien apporter sa pierre à l'édifice. Il a 32 ans et il décide de monter sa propre société. Son sens des affaires, de l'organisation et de la construction lui permet de remporter des marchés à travers le pays. Ses œuvres sont fiables, robustes et maîtrisées. Elles dépassent même le contexte du chemin de fer et s'étendent à tous les types de constructions métalliques. Petit à petit, la société grandit et Eiffel se met en quête d'un associé et de nouveaux capitaux.
il va trouver un associé de choix, qui s'appelle Théophile Seyrig, qui va lui apporter à la fois des capitaux importants pour son développement et une expertise. Théophile Seyrig est un ingénieur sorti majeur de l'école centrale, très brillant, qui va apporter à Eiffel une grande compétence en matière de conception et des structures et de calcul des structures. Et dès lors, Eiffel peut passer à la vitesse supérieure. Avec Seyrig, la société Eiffel et compagnie est lancée. Les deux hommes s'apprêtent à accomplir une de ses plus belles réalisations. 1875. Ce n'est pas en France, mais au Portugal, que l'entreprise est sur le point de briller aux yeux du monde entier. Ici, la Compagnie royale des chemins de fer doit impérativement relier le sud et le nord du pays. La ligne principale doit parvenir à franchir le grand fleuve Douro qui traverse Porto. Au cœur de la ville, le Douro s'élargit à l'approche de son estuaire. Pourtant, la demande est claire. Le pont qui permettra la traversée ne devra pas entraver la circulation fluviale, absolument vital pour Porto et ses environs. Eiffel et son jeune associé Seyrig doivent déployer toute leur audace. Ils vont signer le plus grand pont en arc jamais construit, le pont Maria Pia. La caractéristique principale de ce pont, c'est son arc. C'est l'arc, l'élément révolutionnaire. Les autres éléments du pont ont été fabriqués en série, comme cela se faisait dans les entreprises métallurgiques comme la maison Eiffel. Et cela ne présentait pas de grandes difficultés. Le problème principal, c'était de concevoir un arc qui franchisse cette largeur de 140 mètres, qui résiste au vent et qui puisse tenir sans problème pour la circulation des trains. Cet arc métallique qui s'étend sur 160 mètres prend appui sur de solides maçonneries. Il soutient à son sommet le gigantesque tablier horizontal de 352 mètres de long, culminant à plus de 60 mètres au-dessus de l'eau. Car en plus de surplomber le Douro, le pont doit avant tout relier les falaises qui bordent le fleuve pour prolonger la ligne située sur les hauteurs. Le tout est renforcé par des pylônes réguliers, prenant tantôt appui sur la terre ferme, tantôt directement sur la Grande Arche. Mais toute l'originalité et la subtilité de l'ouvrage reposent sur un détail bien particulier. C'est un pont élancé, presque un filigrane. Et en même temps, il garantit sécurité et robustesse. Mais l'élément technique le plus surprenant, c'est l'idée de Seyrig d'encastrer l'arc et le tablier. Idée qu'il est le seul à avoir eue à cette époque pour concevoir des ponts métalliques en arc. C'est ce que j'ai appelé le secret de Seyrig.